tribunal qui reconnaît qu'il y a un risque plausible de génocide. La Cour n'a pas retenu toutes les demandes de l'Afrique du Sud, c'est le pays qui a intenté cette action, mais elle demande à Israël de tout faire pour empêcher tout éventuel acte de génocide et de laisser entrer également l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, entre autres. Que pensez-vous, Dominique de Villepin, de cette décision qui, il faut le rappeler, n'est pas une décision sur le fond? Il s'agit bien, la juge le dit clairement, de prévention de la commission d'un génocide. Cela traduit le changement de monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisqu'il s'agit beaucoup plus, me semble-t-il, d'un enjeu politique et moral que d'un enjeu juridique à ce stade. Même s'il y a un certain nombre de déclarations qui ont pu crédibiliser cette inquiétude, un certain nombre d'actes disproportionnés par rapport à la réalité sur le terrain, qui ont pu nourrir ces accusations. Mais je crois que ça traduit surtout un changement du monde. Une plainte comme celle-ci n'aurait pas été imaginable il y a quelques années. L'Afrique du Sud aujourd'hui, dans un monde où le Sud global a une importance beaucoup plus grande, où les BRICS se sont affirmés, a la possibilité de faire valoir cette voix, et il faut le prendre en compte. Et d'ailleurs, je remarque qu'Israël a pris très au sérieux dans la défense qu'Israël a constituée, très au sérieux cette plainte déposée à la Cour internationale de justice. Benjamin Barth. Les décisions de la Cour internationale de justice sont contraignantes d'un point de vue juridique, mais la Cour elle-même n'a pas les moyens de les faire appliquer. Le gouvernement israélien que vous avez mentionné a d'ores et déjà fait comprendre qu'il ne se conformerait pas aux différentes demandes énoncées par la Cour. Quel est le risque d'une telle réaction de la part du gouvernement israélien ? Le risque, c'est d'isoler un peu plus aujourd'hui Israël sur la scène internationale. Ce qui est évidemment dangereux dans la situation du Moyen-Orient et dangereux pour l'équilibre des forces à travers le monde. Ma conviction, et c'est là-dessus surtout que la Cour met l'accent, c'est qu'il y a un drame humanitaire qui se joue aujourd'hui à Gaza. On le voit bien avec les chiffres qui nous parviennent et qui sont incontestés et incontestables. 570 000 personnes en situation de haute insécurité alimentaire, niveau 5. C'est-à-dire que près de 80% de ceux qui sont dans cette situation d'insécurité alimentaire maximale se trouvent aujourd'hui dans la région de Gaza. Nous savons qu'en temps normal, il y a environ 500 camions d'approvisionnement pour Gaza. Aujourd'hui, il y en a guère plus d'une centaine. Donc une situation de détresse, avec des risques de famine, avec des risques d'épidémie. Je ne crois pas qu'Israël puisse prendre le risque que cette situation se prolonge davantage. La Cour, en mettant l'accent sur cette situation humanitaire, à bon droit, mobilise la communauté internationale. C'est notre responsabilité, c'est celle des États-Unis, c'est celle de l'Europe au premier chef, qui sommes engagés dans cette région, qui avons des relations anciennes dans cette région, pour faire en sorte qu'il y ait une clarification. Moi, j'y tiens beaucoup. Une clarification des objectifs poursuivis par Israël dans l'opération qui est menée dans la bande de Gaza. Et il y a aujourd'hui un certain flou qui est entretenu sur ces objectifs. On va revenir sur ces objectifs, Dominique de Villepin. On va revenir également sur la réponse que pourrait apporter la communauté internationale après cette décision de la Cour internationale de justice. Restons quelques instants sur l'humanitaire, l'aide humanitaire. Donc cette Cour a demandé à Israël d'autoriser le passage de l'aide humanitaire, aide alimentaire. Vous le rappeliez, il y a une menace de famine imminente, c'est ce que disait le Programme alimentaire mondial ces derniers jours. Aide médicale aussi, la situation dans les hôpitaux est dramatique et ne cesse de se dégrader. Un constat dressé cette semaine par le directeur général de l'OMS, vous allez le voir, particulièrement ému. J'ai du mal à parler. Parce que la situation est au-delà des mots. Si nous cherchons une solution, elle est toujours possible. Seule la volonté est nécessaire. Voilà, la volonté est nécessaire. Que disent ces longs silences du directeur général de l'OMS, Dominique de Villepin? L'impuissance de la communauté internationale? Ou l'absence de volonté? L'impuissance, sûrement. L'ampleur du drame, également. Et il faut le mesurer, parce que nous devons avoir une vision
complète de la situation. Cela vaut aussi pour la situation des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Il y en a encore un peu plus d'une centaine. Un peu plus d'une centaine, et on imagine à quel point ces bombardements qui sont massifs dans le sud, cette situation de famine peut influencer la situation de ces otages et conditionner leur survie ou le risque pour leur vie. Donc je crois que c'est une situation qui forme un tout, qu'il faut traiter comme tel, et que la question qu'on ne peut pas manquer de se poser, est-ce que cette mise en danger de la vie de tant de Palestiniens est exigée par la politique poursuivie par Israël? Et c'est cela, à mon sens, la vraie question. C'est pour ça que je pose la question des objectifs. Israël, au lendemain du 7 octobre, face à ce qui est reconnu par toute la communauté internationale comme un acte de barbarie ignoble, face à cela, Israël a décidé d'engager une politique sécuritaire, une stratégie de force pour répondre à cette barbarie, enclenchant une mécanique qui apparaît illimitée, puisqu'elle n'a pas donné les résultats dans les premières semaines qui étaient espérés, des bombardements massifs qui font suite à d'autres bombardements massifs, des opérations sur le terrain qui s'accroissent, et cette logique sécuritaire, à travers son durcissement, ne donne toujours pas aujourd'hui, après plus de 100 jours, vous l'avez dit, les résultats escomptés. Est-ce qu'on va continuer à durcir cela, et dans quel but, sachant qu'il y a aujourd'hui 20 à 30% du potentiel du Hamas qui a été touché, c'est dire que le Hamas continue à avoir des capacités importantes. Est-ce que le but, c'est véritablement d'essayer d'aller jusqu'au bout? Et à quel prix? Et est-ce que ce prix n'est pas sans rapport avec le risque pris par Israël de déclencher pour les générations à venir des vocations terroristes qui seront diaboliques? Donc il y a la mesure de la responsabilité. Que fait-on face à cela? Je crois qu'on s'accorde, et les rapports américains le montrent, à considérer que la politique d'éradication complète du Hamas est impossible, que l'on vise à éliminer les dirigeants les plus importants du Hamas dans la bande de Gaza, mais c'est une stratégie en d'autres temps que les Israéliens ont pu mener sans pour autant mettre en danger la vie de leurs otages et la vie des populations civiles. Donc je crois qu'il y a vraiment une logique d'objectif, et j'aimerais revenir sur ce que je crois être derrière l'objectif affiché, les autres hypothèses qui permettent d'éclairer la compréhension de la stratégie israélienne. Il y a bien sûr une logique gouvernementale, il y a un certain nombre d'extrémistes dans ce gouvernement qui, eux, sont pour aller beaucoup plus loin, dans une logique non pas d'éradication du seul Hamas, mais véritablement de refoulement des populations palestiniennes, et ça vaut pour Gaza, mais dans leur esprit, ça vaut aussi concernant les colons de Cisjordanie pour les Palestiniens de Cisjordanie. Ça, c'est une logique messianique absurde, mais Benjamin Netanyahou doit compter avec elle pour assurer la stabilité de son gouvernement, son unité, qui conditionne sa survie politique. Et puis il y a une troisième stratégie qui me paraît être aujourd'hui importante, parce qu'elle nous concerne tous, puisqu'elle est au cœur d'un risque d'extension du conflit. C'est que pour Israël, pour Benjamin Netanyahou, il y a une clé fondamentale qui est la politique qui a été celle des accords d'Abraham de normalisation avec l'Arabie saoudite. Dans cet objectif de normalisation des relations avec l'Arabie saoudite, il y a l'idée de marginaliser la question palestinienne. Et donc, comment réactiver cette normalisation, comment la rendre possible, alors qu'on le voit, les pays arabes, même si on ne les entend pas beaucoup, d'une manière générale, ils sont en train de poser aujourd'hui l'exigence de remettre sur la table la question palestinienne et conditionnent leur accord pour aller de l'avant avec Israël à la création d'un État palestinien. Benjamin Netanyahou et un certain nombre de personnes en Israël peuvent considérer qu'en poussant plus loin la politique sécuritaire et en élargissant aujourd'hui les fronts au Sud-Liban face au Hezbollah, évidemment en Cisjordanie, mais peut-être aussi en Iran, en frappant directement l'Iran, il y a moyen de créer les conditions
de cette normalisation, puisque on peut considérer que l'intérêt de l'Arabie saoudite, l'intérêt d'un certain nombre de pays arabes, c'est d'éliminer le Hamas, c'est d'éliminer un certain nombre des milices de cette région qui sont source de déstabilisation. Et en frappant directement l'Iran, on élimine le grand pays chiite qui est en quelque sorte le concurrent des sunnites et en particulier de l'Arabie saoudite. Donc dans cette stratégie d'extension du conflit, un certain nombre de stratèges israéliens, un certain nombre de dirigeants israéliens pourraient voir là la possibilité de redonner du sens à cette normalisation et finalement d'éliminer la question palestinienne. C'est ne pas prendre en compte le fait qu'il y a la rue arabe, on peut la négliger, elle existe. C'est ne pas prendre en compte que les Américains verraient sans doute d'un mauvais œil de se voir entraînés dans cette escalade. Et ce n'est pas prendre en compte le fait que la milicianisation du Moyen-Orient crée un risque d'explosion de toute cette région qui ne doit pas, nous, Européens, comme Américains, et bien évidemment tous les pays riverains, qui ne doit pas nous laisser indifférents. Benjamin Barth. Sur le dossier humanitaire, il y a une agence de l'ONU qui est en première ligne, c'est l'UNRWA, l'agence chargée des réfugiés palestiniens. On a appris hier que la direction de cette agence avait limogé plusieurs de ses employés qui auraient été impliqués dans les attaques du 7 octobre. Les États-Unis et plusieurs autres pays ont annoncé dans la foulée la suspension de leur financement de l'UNRWA. Comment vous réagissez à ces annonces ? Je crois qu'il faut distinguer les choses. Qu'il y a eu des comportements individuels, c'est évidemment inacceptable. Nous sommes dans une situation de telle tension, de telle dramatisation dans ce conflit qu'il peut y avoir des complicités, des comportements inacceptables. Mais je dissocie cela du rôle des agences des Nations Unies qui sont absolument nécessaires. On le voit pour ce qui est de la distribution de l'aide alimentaire, on le voit dans l'assistance aux réfugiés et je crois qu'il ne faut pas mettre en péril cette capacité d'action. Donc Israël doit être évidemment très vigilante, mais ça ne doit pas empêcher ces agences d'exercer leur action. Et je pense que jouer la politique du pire, c'est-à-dire se retirer complètement et laisser les réfugiés sans assistance, serait absurde. C'est ce que souhaite Israël. Israël, ce matin, souhaite que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens ne joue plus aucun rôle à Gaza dans les années qui viennent. Mais qui va donc remplacer cette agence ? On ne peut pas considérer qu'en sanctionnant ce qui doit être sanctionné, on peut en même temps éliminer le problème. Il se trouve qu'il y a dans cette région des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés. Il faut bien que quelqu'un leur porte secours. D'autant qu'Israël est en situation aujourd'hui de vouloir continuer à isoler Gaza et qu'à partir de là, il faut bien aider des gens qui ne peuvent pas se nourrir seuls, qui ne peuvent pas sortir de cette enclave à subsister. Je crois qu'il faut être cohérent et il faut être responsable. Moi, ce qui me frappe beaucoup, permettez-moi cette incidente, mais elle est importante, c'est de voir à quel point il y a une pensée de système, une pensée d'absolu, et qu'on pense qu'en durcissant sans cesse sa position, en matière sécuritaire par exemple, qu'en continuant à avoir une vision absolue des choses. Par exemple, il y a une agence qui commet un certain nombre de choses inacceptables. Plutôt de sanctionner ceux qui le font, on considère qu'on ferme l'agence. Cette politique-là, elle ne permet pas de trouver des réponses. Elle fait la politique du pire. Et c'est ce qui est très dangereux. De la même façon, et j'insiste là-dessus, nous savions que la politique d'escalade menée par Israël, misant tout sur la politique sécuritaire et rien sur une stratégie politique, à ce jour, nous ne connaissons pas la réponse politique du gouvernement israélien en matière de stratégie vis-à-vis de la question palestinienne. Eh bien, nous connaissons les résultats de cette politique, puisque nous la connaissons depuis l'échec en Afghanistan américain, l'échec en Irak, l'échec en Libye, l'échec au Sahel. La politique sécuritaire seule conduit non seulement à l'impasse, mais au chaos. Et là, j'aimerais, et je le dis avec beaucoup de force, et on me le reproche parfois, de passion, de conviction, j'ai été engagé dans ces combats. Nous ne sommes pas très nombreux à avoir été témoins des catastrophes produites
par cette politique néoconservatrice, cette politique d'absolu, cette politique qui est tellement sûre d'elle-même qu'elle croit qu'on peut toujours écraser les problèmes, eh bien non, les problèmes ont de la mémoire, les gens ont de la mémoire, les peuples ont de la mémoire et ils se vengent. Donc soyons réalistes et tirons des leçons tant que nous le pouvons. Avant de revenir avec vous, Dominique de Villepin, sur les réactions, notamment de l'Union européenne après la décision de la Cour internationale de justice, on va y revenir dans quelques instants, je voudrais continuer ce que vous disiez et revenir sur la colère qui naît aussi au sein même d'Israël, au sein de la société israélienne, notamment contre le gouvernement et particulièrement contre son chef, Benyamin Netanyahou, une colère qui monte. C'est le cas, on l'a entendu cette semaine, chez quelques anciens dirigeants, quelques anciens diplomates aussi, et dans une partie de la population, notamment chez les proches des otages que vous mentionniez tout à l'heure, des otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. C'est le focus d'International. Il est signé cette semaine Séraphine Charpentier et Alice Langlois. Si c'était votre famille, qu'auriez-vous fait? J'ai besoin de mon frère, maintenant. Lundi 22 janvier, les familles des otages retenus par le Hamas depuis presque 4 mois interrompent une réunion d'une commission à la Knesset, le Parlement israélien. Le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas d'accord. De quel droit ne négocie-t-il pas? En Israël, la colère contre le chef du gouvernement Benyamin Netanyahou s'intensifie. Du côté des familles des otages d'abord. Elles demandent la négociation d'une trêve avec le Hamas pour retrouver la centaine d'Israéliens toujours retenus dans la bande de Gaza. La colère aussi du côté d'anciens premiers ministres israéliens et diplomates. Eux demandent notamment le départ de Benyamin Netanyahou du pouvoir. Au nom de Dieu, partez. Si Bibi continue de refuser les hommes enlisés dans la boue de Gaza pour des années. Un cessez-le-feu permettra de libérer les otages et de les sauver d'une mort certaine. Il débarrassera le pays d'un gouvernement nocif, le pire de son histoire. Une colère, une défiance également exprimée au sein même du cabinet de guerre israélien. Gadi Eisenkot, l'ancien chef de l'armée israélienne, remet en question, lors d'une interview télévisée, la stratégie de libération des otages décidée par Benyamin Netanyahou. Il demande des élections législatives anticipées. Dit-on la vérité à la population à l'heure actuelle? Non. Il faut que d'ici quelques mois s'organisent des élections, que les électeurs israéliens retournent aux urnes, de façon à restaurer la confiance. Car en ce moment,